Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais commencer par rappeler ce qu'a déjà dit mon collègue Ugo Bernalicis et Jean-Luc Mélenchon sur le fait que nous sommes ici toutes et tous représentants du peuple et toutes et tous solidaires des victimes et déterminés à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'attentats, qu'il n'y ait plus de morts, qu'il n'y ait plus d'attaques terroristes contre notre peuple et contre notre pays. J'espère que dans la suite des discussions, il ne sera donc pas fait de procès d'intention en instrumentalisation, parce que nous avons justement le sens des responsabilités. Et c'est pour ça que nous avons présenté une motion de rejet, parce que nous pensons que ce sujet est suffisamment important pour en débattre et expliquer nos arguments. Oui, nous avons des arguments contre la prorogation de l'état d'urgence. Je vais en citer de 3 sortes. Et je vais les citer pas simplement parce que nous les défendons, mais parce qu'ils sont appuyés par des travaux, par le travail de militants associatifs, par le travail de chercheurs, par le travail de militants de terrain, y compris dans le domaine de la sécurité et du renseignement. Il ne s'agit pas ici, là non plus, de personnes qui seraient irresponsables, de personnes qui n'auraient pas conscience du danger qui existe en France, en Europe et dans le reste du monde, où sévissent également les attentats terroristes, les actes de violence et les actes militaires contre les peuples. Il s'agit de personnes, y compris comme les militants d'Amnesty International, qui vont dans le terrain, sur des terrains de guerre, qui savent ce que c'est les États autoritaires, qui savent ce que c'est le recul de la démocratie, et qui, du coup, quand ils posent des actes et affirment qu'il y a un problème en termes de démocratie, ne le font pas légèrement. Ils le font, et elles le font, justement avec la connaissance de ces réalités-là, y compris dans des terrains où c'est évident pour tout le monde que les situations sont extrêmement dures. Alors oui, le premier point, c'est que l'utilité de l'état d'urgence prorogé depuis plus d'1 an dans notre pays n'est pas avérée. C'est débattable, c'est contesté, et il faut l'entendre. Cela a été d'ailleurs dit ici, à cette tribune, par mon confrère Lagarde, quand il expliquait, et comme d'autres l'ont fait, que le principe même de l'état d'urgence, c'est de s'appliquer pour une courte période, pour permettre de donner les moyens maximaux aux services de sécurité pour attaquer directement les personnes coupables de ces actes et pouvoir, dans les quelques jours et les quelques semaines qui suivent des attaques terroristes, intervenir, neutraliser et permettre de punir les personnes qui ont commis ces actes. Mais le principe même de cet état d'urgence, son utilité, est complètement dévoyé à partir du moment où il est prorogé sur plusieurs mois, et là depuis plus d'1 an. C'est également ce que donnent les statistiques que nous ont transmis le ministère de l'Intérieur, où l'on voit effectivement que plus le temps passe, moins il y a d'interventions utilisées avec les moyens de l'état d'urgence. C'est ainsi que dans sa missive au président Macron, le collectif de 11 organisations non gouvernementales, dont Amnesty International et le syndicat de la magistrature, ont indiqué que l'état d'urgence ne favorise en rien la protection de nos concitoyens et de nos concitoyennes et empêche, au contraire, de concevoir une réponse de long terme à la menace du terrorisme international. Il ne s'agit pas ici de gauchistes, il ne s'agit pas ici d'irresponsables, mais de personnes qui ont justement en tête les dangers et les responsabilités. Cette affirmation se fait également en écho au bilan dressé par la commission même de contrôle parlementaire de décembre 2016 et par des autorités indépendantes comme la Commission consultative des droits de l'homme ou encore le commissaire européen des droits humains. En contournant la justice antiterroriste, en épuisant les forces de sécurité, l'état d'urgence perpétué sur plusieurs mois s'avère même non seulement inefficace mais contre-productif. Je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été donnés, sur les plus de 4500 perquisitions administratives menées et qui ne débouchent que sur à peine une vingtaine d'enquêtes ouvertes pour des associations de malfaiteurs en matière de terrorisme. Les conclusions du rapport parlementaire dont j'ai fait écho montrent aussi la faible proportion des perquisitions menées et qui ont donné lieu à des suites. Rappelons aussi qu'il y a eu non seulement au cours des 3 dernières années, 8 lois antiterroristes, mais ça s'inscrit déjà dans un corpus
de plus de 30 lois, depuis la première loi de septembre 86, qui a mis en place ces procédures particulières pour lutter contre le terrorisme. Nous ne vivons donc pas dans un vide juridique ni sécuritaire, au contraire. Et la fin de l'état d'urgence ne signifie pas que nos services de sécurité n'auront pas les moyens de mener à bien leur mission. Ces lois nécessiteraient d'ailleurs, avec le rythme avec lequel elles sont adoptées, qu'elles soient le sujet d'une mise à plat, d'une réflexion justement plus large sur les nécessités d'adaptation, sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, plutôt que de se précipiter à nouveau, comme il est proposé aujourd'hui, non seulement pour proroger l'état d'urgence, mais intégrer encore plus de situations dérogatoires et attentatoires aux libertés dans notre droit commun. Et là, c'est le deuxième point sur lequel je voulais revenir rapidement. On ne peut pas dire que l'état d'urgence ne remet pas en cause les libertés publiques et démocratiques dans notre pays. On ne peut pas le dire, y compris parce que la France le reconnaît elle-même quand elle réactive l'article 15 de la Convention du Conseil européen sur les droits humains, qui lui permet justement de déroger aux droits fondamentaux des droits humains. On ne peut pas donc dire que l'état d'urgence n'est pas une atteinte aux libertés publiques et démocratiques. Il n'y a aujourd'hui aucun bilan sur l'efficacité de l'état d'urgence, comme il a été dit, mais il y a aujourd'hui un bilan sur le fait que ça fait reculer les libertés. Cela a été dit, depuis 1 an et demi, les préfets ont recours au pouvoir d'état d'urgence pour signer 155 arrêtés interdisant des rassemblements. C'est 1 tous les 3 jours. Pour interdire les mesures de liberté pour 639 personnes, dont 574 dans le cadre du mouvement contre la loi travail. En 2016, 40% des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence ont été contestées devant un tribunal et ont été déclarées illégales. Nous sommes largement dans un état qui remet en cause un certain nombre de libertés. Enfin, la dimension, y compris peut-être la plus importante, si on a à cœur, justement, de construire une unité de l'ensemble de la société contre les divisions, contre la violence, c'est les mesures de stigmatisation et l'atmosphère de suspicion généralisée qui vont être ciblées sur justement ces militants qui sont mis en cause, qui sont assignés à résidence, sur des militants associatifs, des écologistes, et également sur une partie de notre population, de nos concitoyens, de confession musulmane, avec l'instrumentalisation justement de ces événements tragiques, la stigmatisation qui est faite systématiquement entre une religion et entre des actes violents, et qui fait qu'aujourd'hui, pour un grand nombre de personnes, ce climat est délétère pour l'ensemble de la société. Il y a une fragilisation du lien social, il y a une fragilisation des libertés démocratiques, là où il devrait y avoir plus de droits, plus de libertés. Là où il devrait y avoir le fait qu'un des droits fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui est le droit à la sûreté, c'est-à-dire le droit de toute personne et de tout citoyen d'être protégé contre l'arbitraire d'État, ce droit-là devrait être encore plus protégé aujourd'hui. Et y compris, quand on parle de sécurité, la première notion de sécurité dans la Déclaration universelle de 1948, c'est le droit à la sécurité sociale, c'est le droit à participer à la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels. Dans un contexte tel que le nôtre, aujourd'hui, de fragilisation économique et sociale et de violence et d'attaques terroristes, c'est ces droits-là qui doivent être renforcés, c'est plus de droits qu'il faut avoir et non moins de droits. Il faut prendre également, comme cela a été dit par mon collègue Hugo Bernalicis, le problème à la racine. On ne peut pas dire et faire croire au peuple français que c'est l'état d'urgence qui permettra de combattre durablement les attaques terroristes. Il faut une politique au niveau international qui s'attaque aux sources des financements. Cela a été dit. Que fait-on aujourd'hui contre l'entreprise Lafarge? Qu'est-ce que l'État français fait contre celles et ceux qui ont, y compris avoué, participé, aidé des organisations terroristes? Que fait-on aujourd'hui au niveau des alliances politiques et géopolitiques avec des États qui financent les activités terroristes ou qui commettent eux-mêmes des actes de terrorisme de masse contre leur propre population? Si l'on ne pose pas ce débat-là, y compris au sein de cette Assemblée, et effectivement, on aura encore et encore recours à des états d'urgence, à un recul des libertés, parce qu'on n'arrivera pas à combattre de manière déterminée et de manière permanente cette situation. C'est pourquoi
En toute responsabilité, au nom du groupe de la France Insoumise, nous appelons à rejeter la prorogation de l'état d'urgence. Merci.